À l'aube, dans un campement à phare, aux confins de la Somalie française, au pied des montagnes d'Éthiopie. Un sous-officier ici essaye d'élever, comme on dit, le niveau de vie des populations. Et les femmes, est-ce qu'elles sont contentes? Est-ce qu'elles poussent leurs hommes à travailler? Oui, bien sûr, puisque quand les hommes travaillent, les femmes en ont quand même un genre de vie meilleur. Elles peuvent s'acheter. C'est ça, elles peuvent s'acheter des robes. Ils aiment ça d'avoir des robes neuves, vous voyez. Et puis elles mangent quand même mieux, et puis ça leur permet de, je vous dis, d'avoir un train de vie meilleur. Il paraît que toutes ces femmes affares, ou même les femmes Issa, sont ce qu'on appelle des femmes cousues. C'est exact. Dès qu'elles arrivent à l'âge de 7-8 ans, elles sont cousues. Mais comment? Avec du fil, des épines? Eh bien, elles sont cousues avec des épines. Il faudrait que ce soit un docteur qui vous parle de ça, il vous donnerait davantage de détails. Je n'ai jamais assisté à une opération de ce genre. Mais enfin, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir auprès des habitants, c'est ça. Ils sont cousus avec des épines. Il n'y a pas d'infection à craindre? Ça doit bien arriver de temps en temps. Jusqu'à maintenant, je ne fais aucune évacuation sanitaire de ce genre. Et dans quel cas sont-elles décousues? Pour le mariage, madame. C'est-à-dire, elles sont pas décousues. C'est le mari, le jeune marié, qui a la charge de cette opération. De cette opération. On me dit qu'on les recoue quelquefois? Oui, moi, on me l'a dit aussi. On m'a dit que lorsque le mari devait s'absenter pour plusieurs mois, quelquefois, il faisait recoudre sa femme, pour être sûr de ne pas être trompé pendant son absence. Après les grossesses, on me dit également qu'elles se font recoudre. On me l'a dit aussi, ça... Vous ne l'avez pas vérifié? Je ne l'ai pas vérifié. Est-ce que vous estimez que cette coutume va persister? Eh bien, je crois qu'elle persistera encore longtemps. Il n'est pas impossible que les gens qui sont auprès des Européens, dans les centres tels que Djibouti, Tadjoura, Dikil, Ali Sabia, il n'est pas impossible que ça diminue. Mais pour les petits postes éloignés tels que Assela, Yoboki, enfin, dans la brousse, je crois que ça restera encore longtemps. Ils sont quelques 30 000 afars ou danakil, pasteurs nomades. Ici, Mahomet est tout-puissant. Pour eux, la France a élevé la mosquée d'Assela. Assela, centre de ce cercle désert entre tous. Voici le fort écrasé sous le soleil. Un soleil qui fait noir la peau des afars, lesquels ne sont pas nègres de trait. Ils viennent ici régulièrement pour participer aux distributions de vivres. Ils emportent de l'orge, du millet, du blé, du riz, du sucre. Sans ce ravitaillement, ils risqueraient de mourir de faim. Nomades, mais organisés pour leurs coutumes selon des hiérarchies compliquées qui aboutissent quelque part à des sultans qui se distinguent à peine du commun. Mais ils sont électeurs au suffrage universel. Par le droit d'entrer des armes dans la salle. Ils votent pour des candidats, pour des programmes. Les Somalis sont dotés d'une assemblée territoriale et d'un conseil de gouvernement. Leurs femmes sont également électrices. Il faut bien que le progrès gagne. Leur problème le plus important, c'est l'eau. L'eau d'abord. Le sous-officier leur a fait construire un barrage. Il s'est transformé en maçon et met lui-même la main à la pâte. Quels sont vos rapports avec ces affaires? Eh bien, je suis d'abord chargé de diriger leurs travaux.
Je veille à leur état sanitaire. Je veille à ce qu'il n'y ait pas d'histoire entre les tribus voisines. Et c'est très passionnant. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Ce qui me passionne, c'est d'abord les habitants eux-mêmes. Ils sont très gentils, très affables, ils sont francs, honnêtes, travailleurs, accueillants. Leur vie semi-errante leur laisse beaucoup de loisirs. Quelquefois, les Afars dansent. Ou plutôt, ils se souviennent du bon vieux temps des razzias et des combats. Le bonheur, c'était la victoire, c'était surtout le butin. Et les femmes des vainqueurs étaient heureuses. Gloire aux bons guerriers. Seulement voilà, on ne se bat plus. Alors on se contente d'élever ses propres troupeaux. La tâche n'est pas facile. Cette région-là est bordée d'un lac, le lac Abbé, dont personne d'autre qu'eux ne fréquente les rives et qui n'a jamais encore été présenté à l'écran. C'est un lac étrange dont les eaux, en se retirant, ont laissé des montagnes de boue aux formes inquiétantes. Elles sont d'origine volcanique. À l'intérieur de quelques-unes d'entre elles gargouillent des eaux bouillantes. De leurs parois fissurées s'échappent des vapeurs que l'on n'aperçoit qu'à l'aube. Le jour venu, l'impitoyable chaleur transforme toute chose et des mirages trompent les voyageurs. Des sources jaillissent parfois, presque bouillantes. Les sauterelles qui y tombent sont instantanément cuites. Elles s'écoulent en ruisselets et minent le sol. Il est dangereux de s'approcher du lac car la croûte du sol n'est pas solide et cède sous les pieds. Le guide a eu de la chance, le sol a cédé, mais à cet endroit précisément, la boue molle n'était pas brûlante, sinon il aurait connu le même sort que les sauterelles. Et comme pour narguer les hommes qui continuent à vivre sur une terre aussi inhospitalière, tout un peuple rose s'ébat joyeusement dans ce décor infernal.
Un peuple insouciant mais qui s'effarouche. Il est vrai que ce peuple-là vole et que ce pays-ci est peut-être fait pour n'être vu que de loin et de haut, à moins d'une volonté farouche et d'un courage égal.